Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e séance de la 3e saison de mon cours public de l'École urbaine de Lyon. Et comme vous le voyez sur la diapositive d'ouverture, durant cette 4e séance de ce cours qui s'intitule « À la recherche du métabolisme urbain », nous allons réfléchir à l'extractivisme, à la terraformation, drôle de mot que nous essaierons de définir tout à l'heure, au métabolisme, et ce cours se construira autour donc de quelques propositions conceptuelles. Je m'aperçois d'ailleurs que ce cours est assez théorique et conceptuel, mais c'est sans doute lié au fait que je tâtonne pour ce cours, puisque le cours de cette année est véritablement pour moi un cours destiné à réfléchir à des sujets que je n'avais pas investis auparavant. Donc il y a un côté exploratoire. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser, mais c'est aussi le rôle d'un cours dans un établissement universitaire que de permettre justement cette exploration d'une réflexion dont on ne sait pas tout à fait si à la fin de l'exploration il en restera quelque chose. Vous vous souvenez peut-être que la fois précédente, nous avions travaillé sur la notion d'anthromes, A-N-T-H-R-O-M-E, les anthromes définis donc par des spécialistes comme des unités écologiques pertinentes, mais les unités écologiques pertinentes permettant surtout de comprendre des modes d'occupation et d'utilisation des sols et des ressources par les groupes humains. Et vous vous souvenez peut-être que nous avions abordé cette question de l'anthrome à partir d'une réflexion menée par William Ruddiman notamment et quelques autres scientifiques, à partir donc d'une réflexion menée par des paléo-environnementalistes, donc des personnes qui réfléchissent aux environnements et à l'état du système Terre dans les époques reculées de la fin de l'Holocène, donc les époques du néolithique ou même du paléolithique en ce qui nous concerne, quelques 12 000, 13 000 ans auparavant, jusqu'à évidemment quelques dizaines de milliers d'années de plus. Et ces spécialistes, comme William Ruddiman, avaient notamment, depuis quelques années, développé l'hypothèse que dès les premières occupations humaines, dès le néolithique notamment, c'est-à-dire dès ce moment historique de plusieurs milliers d'années qui commence vers 10-12 000 ans avant notre ère et qui va courir jusqu'au dernier millénaire avant notre ère, eh bien, les êtres humains en société, en raison même des nouvelles conditions d'habitation qu'ils inventent en quelque sorte, conditions d'habitation marquées notamment par l'agriculture sédentaire et par la domestication d'espèces végétales et animales qui permet cette agriculture sédentaire, et donc période également caractérisée par une croissance démographique tout à fait notable pour l'époque, eh bien pour Ruddiman et d'autres, dès ces premiers temps de la sédentarisation et du développement de l'agriculture, eh bien les impacts de cette activité sont suffisamment forts pour provoquer un forçage du système climatique planétaire, puisque la thèse de Ruddiman et de ses suiveurs, c'est que en raison, par exemple, de la nécessité de couper les forêts pour gagner des zones de culture, en raison donc de la déforestation qui est très précoce, qui commence dès 10-12 000 ans avant notre ère, mais aussi dans d'autres lieux en raison, par exemple, de la mise en place très précoce de la riziculture irriguée, dès 6000 ans avant notre ère, vous vous souvenez peut-être dans l'Asie du Sud et dans l'actuel périmètre du sud chinois, les rizières inondées ayant comme caractéristique de produire beaucoup de méthane, gaz à effet de serre extrêmement puissant, la déforestation ayant évidemment un impact sur le bilan carbone, sur le cycle du carbone et provoquant une hausse du relâchement de CO2 dans l'atmosphère, notamment en raison également
des brûlis, eh bien, dès cette période, ces auteurs estiment que le système Terre ne s'est pas refroidi comme il aurait dû se refroidir. Donc leur hypothèse, je vous la rappelle parce qu'elle est tout à fait stimulante, c'est que la tendance systémique de l'évolution de la planète dans ces milliers d'années dont nous parlons aurait dû être un léger refroidissement, et les paléo-environnementalistes et les paléoclimatologues constateraient une légère augmentation de température ou une stagnation de température. Donc leur conclusion, c'est que alors que la température de la surface de la planète aurait dû refroidir, elle ne refroidit point. C'est donc qu'il y a eu un effet anthropique, n'est-ce pas? Un effet anthropogénique, comme dit William Rudiman, que cet effet anthropique, il est dû au relâchement de méthane et de CO2 dans l'atmosphère, largement dû, pas exclusivement dû, parce qu'il y a aussi évidemment des relâchements de méthane et de CO2 qui ne sont pas liés aux activités humaines, mais un relâchement de méthane en excès et de CO2 en excès qui est très largement dû aux activités agraires de la période néolithique. D'où la formulation de cette hypothèse dite du premier Anthropocène ou du premier anthropogène, comme dit Rudiman, thèse du premier Anthropocène qui est évidemment tout à fait stimulante et qui m'intéresse parce qu'elle renvoie à l'idée que de facto, la mise en place par l'être humain de ces cadres d'habitation est très tôt dotée d'un impact très fort sur les systèmes biophysiques et pas simplement sur les systèmes biophysiques locaux, mais aussi très vite sur des systèmes biophysiques régionaux et même au-delà sur des systèmes biophysiques planétaires. Et cette thèse est de plus en plus documentée et d'ailleurs, dans d'autres domaines, de très nombreux travaux d'historiens de l'environnement ou de paléo-environnementalistes ou même d'archéologues montrent comment, dans des époques moins anciennes que l'époque néolithique, mais par exemple dès l'Antiquité tardive ou dès le Haut Moyen-Âge, on a également des exemples très probants d'activités humaines qui sont capables d'avoir des impacts qui dépassent l'échelle locale. Rappelons-nous tout simplement une chose, c'est que jadis, l'Islande, qui est aujourd'hui une île essentiellement marquée par des végétations très basses, de lichens et par des reliefs extrêmement pierreux, hein, une végétation qui est finalement très peu profuse. L'Islande, au moment où elle est mise en valeur par les populations vikings, eh bien l'Islande est vraisemblablement couverte d'une forêt basse, mais couverte néanmoins de forêts. On retrouverait ça d'ailleurs dans le nom Greenland, hein, Groenland également pour un certain nombre d'autres parties, et que c'est la coupe du bois qui va provoquer un bouleversement de l'écosystème et la disparition des forêts à l'échelle de l'île tout entière, et ce, de manière relativement rapide. Eh bien, à partir de cette réflexion, nous étions donc arrivés à la notion d'anthrome avec des scientifiques qui essayent justement de repérer la mise en place de ces anthromes, hein, dont vous avez ici la carte, c'est-à-dire de ces modes d'occupation de l'espace. Vous voyez, hein, les anthromes, ce sont des modes d'occupation de l'espace par les êtres humains. Ce sont des anthroposystèmes en quelque sorte. Pour le géographe que je suis, les anthromes, ce sont tout simplement des unités pertinentes d'écoumène. Hein. Vous savez qu'en géographie, le concept d'écoumène renvoie à l'espace spécifique de l'être humain fabriqué par lui pour pouvoir reproduire la société qui le fabrique. L'écoumène, c'est l'habitat humain par excellence. L'habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce. Donc l'écoumène, c'est l'espace de vie spécifique de
l'espèce humaine. Vous avez donc là, dans cette carte des anthromes, ce qu'un géographe aurait appelé une carte des unités écouménales, hein, donc des morceaux d'écoumènes caractérisés par une spécificité, vous voyez, des implantations denses, des villages, des zones de céréales, des zones cultivées, des zones sauvages et des zones d'espace qui sont des espaces travaillés et des espaces occupés. Et la caractéristique de ce travail sur les anthromes, qui est un travail géohistorique ou archéo-géohistorique, c'est d'essayer de comprendre la répartition de ces différentes unités d'anthromes à travers l'histoire dans le temps long. Hein. Vous voyez, c'est le graphique du dessous qui vous montre comment chaque anthrome est codé par une couleur, et le graphique du dessous avec cette barre est un graphique qui montre comment, d'après ces chercheurs, les différents anthromes, en quelque sorte, évoluent les uns par rapport aux autres et montrent la proportion respective de chaque anthrome. Et on constate donc bien, alors vous voyez que l'échelle en abscisse, l'échelle des temps n'est pas arithmétique, hein, puisque vous avez des millénaires à l'extrême gauche, des siècles au centre, et à droite vous avez des décennies, hein, pour réfléchir un peu de façon plus précise à la période contemporaine. Donc attention à cet effet de lecture. Mais vous voyez bien que ce qui est caractéristique depuis 1700, c'est l'apparition effectivement d'anthromes de plus en plus étendus, hein, autour des implantations denses, mais aussi des villages, mais aussi d'un certain nombre d'espaces les plus intensément cultivés. Et on voit bien, si l'on regarde très précisément cette illustration graphique, je n'en ai pas le temps parce que j'y passerai encore 3 heures, mais on voit bien finalement que ce qui caractérise la géographie des anthromes, la géographie de l'écoumène terrestre depuis maintenant 3 siècles, c'est d'abord que l'écoumène terrestre gagne peu à peu l'intégralité de la planète, alors que pendant très longtemps, finalement, l'écoumène terrestre n'était pas si déployé que cela, mais surtout qu'un certain nombre d'anthromes les plus marqués par la densité et l'intensité de l'occupation humaine, ces anthromes prennent de l'importance, alors que pendant des millénaires auparavant, c'était des anthromes plutôt extensifs, si vous me permettez l'usage de ce vieux mot, hein. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont suivi des cours de géographie rurale jadis, la différence que les ruralistes faisaient entre agriculture intensive et agriculture extensive, entre occupation de l'espace extensive et occupation de l'espace intensive. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Une occupation extensive, c'est une occupation finalement par un groupe humain relativement peu nombreux, et une occupation qui laisse de larges mailles vides d'activités humaines concrètes. Une occupation intensive est au contraire quelque chose qui est manifeste dans le moindre espace disponible. Prenons un exemple, l'élevage en pâture agro-pastoral de moyenne montagne est un élevage extensif. On laisse les bêtes divaguer sur de vastes pâtures. La riziculture irriguée est une activité intensive. Le moindre espace est utilisé. Songez par exemple à ces fameuses photographies des rizières en Asie du Sud ou à Bali par exemple, où on a l'impression d'être devant un jardin où la moindre surface, le moindre centimètre carré est utilisé. Eh bien, on voit que depuis 1700, ce sont les anthromes, les occupations écouménales les plus intensives qui finalement tendent à prendre de plus en plus d'importance, alors que les anthromes extensifs cèdent le pas. Mais si on regarde cette image d'une autre façon, eh bien on s'aperçoit que ce qui est aussi remarquable, et j'avais terminé là-dessus, mais je voulais le reprendre parce que j'avais été trop rapide, c'est que finalement très tôt, dès le début du néolithique, on s'aperçoit que, d'après ces auteurs, les espaces qu'on pourrait caractériser comme des espaces sauvages, vides de toute présence d'activité humaine, fussent-elles des activités extensives, ces espaces sont marginaux, ne sont pas les espaces majoritaires. L'hypothèse très provocatrice de ce travail sur les anthromes, c'est qu'en fait, depuis le début de la révolution néolithique,
la présence humaine est beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée que l'on pourrait le croire. Même si les hommes sont peu nombreux, même si leurs activités sont extensives, en réalité, dès le départ, ils sont capables, via leur fabrication d'écoumènes, ils sont capables d'avoir une activité et une influence, fussent-elles des activités et des influences modestes, sur de très vastes espaces. Et finalement, la part des espaces sauvages, là où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied, comme disait Alphonse Allais, la part des espaces sauvages est relativement marginale. Et c'est très intéressant de le prendre comme cela, parce que ça permet évidemment de donner du grain à moudre à cette hypothèse de Riedemann et consorts, à savoir que dès le début du néolithique, en quelque sorte, laissons de côté pour l'instant le paléolithique, mais dès le début du néolithique, en raison même de ce que le néolithique constitue, c'est-à-dire un bouleversement dans l'ordre de l'habitation humaine de la planète, un bouleversement dans l'ordre de l'écoumène, dans l'ordre des anthromes, puisque désormais les êtres humains peuvent s'appuyer sur l'agriculture et l'élevage pour reproduire leurs ressources alimentaires. Ils ne sont plus dépendants simplement de la cueillette et de la chasse. Ils peuvent donc se sédentariser, ils peuvent devenir plus nombreux, ils peuvent essaimer, puisque lorsqu'on est trop nombreux dans un village sédentarisé néolithique, que fait-on? On essaime, on va plus loin. Eh bien, dès le début, et même si cette agriculture ne fait pas disparaître les usages nomadiques de chasse et de cueillette, les usages itinérants. Il y a d'ailleurs des formes extrêmement hybrides qui se développent et qui ont persisté jusqu'au XXe siècle dans certains continents, avec des populations qui sont à moitié agricultrices et à moitié chasseuses et cueilleuses. Eh bien, même s'il y a encore des activités de chasse et de cueillette, eh bien, on s'aperçoit que, en raison même de l'activité liée à l'agriculture, la présence de l'activité humaine devient plus manifeste. La marque, l'empreinte de l'activité humaine devient plus manifeste. En fait, que dit ce travail sur les anthromes? Eh bien, c'est que the human footprint, vous savez, la fameuse empreinte humaine sur la planète Terre, elle est beaucoup plus précoce qu'on ne le croyait et elle est beaucoup plus de large échelle qu'on ne le croyait. Alors, les auteurs, et je termine par là-dessus, mais je sais que certains d'entre vous qui nous écoutent sont intéressés par ces questions-là. Les auteurs, qui sont des biologistes, en profitent d'ailleurs en conclusion de leur article, dont j'avais cité la semaine dernière, il y a 15 jours, les références, en profitent pour faire une proposition politique assez iconoclaste et une proposition politique assez d'avant-garde. Ils disent, mais finalement, ce que nous montre la carte historique des anthromes, c'est l'ancienneté de cette empreinte humaine, et cela nous montre aussi que pendant des milliers d'années, dans de très nombreux espaces, des populations autochtones ont déjà développé une expertise tout à fait importante en matière de relations au système vivant, en matière de relations au système biophysique. Finalement, bon nombre des populations qui, entre 8000 ans et 1700-1800, ont mis en place ces anthromes, en particulier extensifs, tout ce qui s'appelle remote, quelque chose dans la légende, ce sont les anthromes les plus extensifs. Eh bien, bon nombre de ces populations sont quoi, chers auditeurs, chères auditrices? Eh bien, ce sont les populations qui ont été colonisées par l'Europe. Ce sont les populations autochtones, ce sont les populations indigènes, ce sont les populations natives, ce sont les populations premières, ce sont les populations qui ont été conquises, génocidées parfois, contrôlées toujours, par les colons occidentaux dans le cadre de l'exploitation coloniale et de la mise en place notamment du système de plantation, mais plus globalement du système de mise en valeur coloniale. Ces populations-là ont été contrôlées par les Européens et leur mode de vie, leur forme de vie, la manière qu'elles avaient de construire leur œcumène, les anthromes qu'elles avaient l'habitude de faire exister, eh bien, toutes ces formes de vie-là ont été niées par la colonisation et ont été détruites par la colonisation. Donc la conclusion des auteurs est politiquement très lourde, puisqu'ils disent « mais finalement il vaudrait mieux s'appuyer sur cette longue histoire des anthromes pour reconnaître le droit de très nombreux peuples qui ont été les peuples colonisés à avoir quelque chose à dire
sur le changement global contemporain et quelque chose à apporter à la réflexion sur les nouvelles manières d'habiter le monde. Vous voyez là, le caractère iconoclaste de la proposition, et je m'en serais voulu de ne pas évoquer cela, puisque vous savez que dès qu'on réfléchit anthropocène, il est clair qu'on réfléchit aussi à l'impact du système colonial, patriarcal, brutal et violent qui a été mis en place partout au monde, en Europe, entre justement 1500 et le XXe siècle. Hein, et que ce système est dans une certaine mesure, et dans une large mesure, très largement un système impliqué dans les impacts de plus en plus forts des activités humaines sur les systèmes biophysiques, parce que ce système, c'est lui qui a mis en place l'extractivisme contemporain dont nous allons reparler tout à l'heure. On ne peut pas penser l'extractivisme contemporain si l'on ne pense pas parallèlement et en articulation la problématique de la colonisation européenne. Alors ce sont d'autres images de ces anthromes, cette fois-ci par zone géographique, mais vraiment ce texte est passionnant. Je vois que le temps file, je suis très bavard de nature et j'aurais envie de rester beaucoup plus longtemps encore sur ces données fascinantes, mais il faut que je progresse. Vous pourrez retrouver facilement les caractéristiques de ce travail. J'ai oublié de remettre ici les références, mais vous pouvez les retrouver dans le cours numéro 3. Tous ces travaux, ceux de William Rudiman, comme ceux de ces équipes qui réfléchissent aux anthromes, nous permettent donc de relativiser un peu un certain nombre de choses, en tout cas de donner un peu plus d'épaisseur à nos analyses et de faire un certain nombre de propositions théoriques et conceptuelles. Donc voilà, nous entrons dans la partie conceptuelle de ce cours. Première proposition, l'organisation de l'espace de la vie humaine, c'est-à-dire l'organisation de l'écoumène, qu'on le considère à l'échelle de la planète ou aux échelles locales ou régionales, est intrinsèquement un processus extractif. Et là, il faut revenir au début de notre cours, quand vous vous souvenez peut-être, j'ai essayé de montrer à partir de la lecture de Claude Raffestin comment on pouvait considérer, voici l'image, comment on pouvait considérer tout le processus qui permettait de passer des matières aux ressources. Hein. Voilà. Ceci est un processus extractif et ce que nous pouvons dire, c'est que l'organisation de l'écoumène par les êtres humains est un processus fondamentalement extractif. Là, je remets une petite diapositive sur les anthromes. Pour ceux qui prennent des notes, vous avez la possibilité de faire un cliché de votre écran ou de prendre les références de Earl Ellis et Navin Ramankuti, Putting People in the Mat, Anthropogenic Biomes of the World, et vous retrouverez assez facilement l'article si vous le voulez. Donc, je reviens à mes propositions théoriques. Considérons l'organisation de l'espace de la vie humaine, l'organisation de l'écoumène, comme un processus fondamentalement, intrinsèquement extractif, qui va des matières aux ressources et des ressources aux matières. Sans extraction de ressources, il n'y a pas de vie humaine possible. Voilà. C'est une proposition qui, mine de rien, est une proposition intéressante parce qu'elle nous oblige à ne jamais avoir une vision naïve de quelque système d'habitation que ce soit. Même les peuples premiers dont nous parlions tout à l'heure étaient dans une logique extractive. Puisque l'extraction, c'est le processus qui permet de passer des matières vivantes et non vivantes aux ressources utilisables par les êtres humains. Chasser, cueillir, c'est une extraction. Il n'y a pas d'état de nature. Ça n'existe que dans la philosophie du XVIIIe siècle et dans certaines idéologies contemporaines. Il y a toujours un processus extractif pour stabiliser un groupe humain dans ses capacités à assurer sa viabilité. De ce point de vue-là, si l'on suit cette idée et ce raisonnement, eh bien on peut arriver à la deuxième proposition. L'installation de l'écoumène, si vous voulez, la production de l'écoumène. L'écoumène n'est pas naturel. Hein, voyez, l'espace de vie des humains n'est jamais naturel.
je me bats depuis de très longues années pour que l'on n'emploie jamais cette expression l'espace naturel. L'espace humain n'est jamais naturel, il est toujours fabriqué. C'est toujours un composé extrêmement subtil dont nous allons reparler, parce que l'espace humain est nécessairement marqué par la nécessité d'extraire des ressources de la matière biophysique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'espace humain est toujours le résultat d'un travail. Voilà. Eh bien, nous pourrions donc dire que l'installation de l'écoumène, que ce soit l'écoumène à l'échelle de la planète ou l'écoumène à l'échelle locale, que ce soit l'écoumène de Robinson Crusoe ou l'écoumène de la puissance capitaliste contemporaine, c'est toujours une fabrique. C'est toujours la fabrique d'un habitat, d'un espace de vie de l'espèce. Et c'est là où je voudrais en venir à la proposition de retenir pour caractériser cette fabrique un mot un peu étrange qui est le mot terraformation. Donc je vous propose de considérer la fabrication de l'écoumène comme une terraformation. Alors, terraformation est un néologisme tout à fait intéressant. Savez-vous qu'il vient en fait de la science-fiction? C'est un mot qui vient de la science-fiction. La première fois où il a été utilisé, eh bien, c'est par un auteur américain qui s'appelle Jack Williamson, W-I-2-L-I-A-M-S-O-N, dans une nouvelle de science-fiction qui s'appelle Collision Orbit, publiée en 1942 dans une revue qui s'appelle Astounding Sci-Fi, Astounding Science Fiction. Et dès cette nouvelle, l'auteur Jack Williamson propose de considérer la terraformation, et là je ne pouvais pas ne pas vous citer ce cas, puisque c'est un exemple de plus de la pertinence qu'il y a quand on réfléchit aux questions qui nous occupent, à toujours prendre au sérieux la science-fiction. Que ce soit la littérature, le cinéma, la bande dessinée, que sais-je, la science-fiction est un incroyable réservoir d'idées et même de concepts. Eh bien, dès le départ, Jack Williamson considère que la terraformation, c'est le mot qu'on doit utiliser pour décrire la transformation de l'environnement d'une planète afin de la rendre habitable. Et on a essayé de définir la terraformation par d'autres mots plus savants. On a employé le mot écogénèse, le mot biosphérisation. Mais moi, j'aime bien reprendre le mot terraformation désormais. Et là, je vais payer ma dette. Je reprends le mot terraformation depuis que je suis tombé sous le charme et sous la vigueur de la pensée de ce livre formidable qui s'appelle Terraforma, co-écrit et co-dessiné, puisque c'est un livre de cartographie potentielle, comme dit le sous-titre, écrit par Frédéric Aït-Toiti, philosophe, Alexandra Arène, architecte, et Axel Grégoire, architecte mais aussi graphiste. C'est Axel Grégoire notamment qui a pris en charge une bonne partie de l'expression graphique. Et dans ce livre de cartographie potentielle, Terraforma, eh bien, les autrices essayent d'inventer une nouvelle manière de cartographier la Terre, de cartographier notre écoumène à partir de cette idée de la terraformation, mais aussi à partir de l'idée que la cartographie doit désormais suivre ce qu'elle appelle le point de vie, ce qu'elles appellent le point de vie, c'est-à-dire suivre le point de vue de l'acteur humain ou non humain considéré et engagé dans un processus de terraformation. Donc, dans ce manuel, elles sont tout à fait efficaces pour prouver l'intérêt de réfléchir à la terraformation, non seulement dans une perspective de science-fiction. Moi, je m'étais intéressé à la terraformation parce que depuis de longues années, j'étais intéressé par toute une série de travaux menés autour de l'idée de rendre la planète Mars propice à l'occupation humaine. Nous avons organisé un mercredi de l'Anthropocène sur la planète Mars il y a quelque temps à l'école urbaine de Lyon. Vous pourrez le retrouver sur notre site. Mais là, elle propose d'utiliser le mot terraformation pour caractériser aussi le processus d'organisation de notre espace de vie. Eh bien finalement, si l'on reprend la définition, transformation de l'environnement d'une planète afin de le rendre habitable, eh bien la terraformation s'applique au premier chef à la Terre. La terraformation, c'est tout simplement l'installation de l'écoumène dont je parlais tout à l'heure. La terraformation, c'est transformer la planète Terre en espace de vie des humains.
Donc nous devons prendre au sérieux cette idée de terraformation. Et ce qui est très intéressant dans l'idée de terraformation, c'est que d'abord c'est un concept en ion, donc qui renvoie à une dynamique historique, et puis il y a vraiment l'idée que l'être humain fabrique quelque chose, vous voyez, à partir de la planète biophysique brute, l'être humain fabrique une Terre, mais qui n'est pas la planète. Hein, ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans mon travail depuis un livre qui s'appelle L'avènement du monde en 2013, où j'essaie de montrer que la Terre n'est pas la planète et que d'ailleurs le monde n'est pas la Terre. Hein, donc il y a véritablement quelque chose de tout à fait intéressant à reprendre cette idée qu'on terraforme à partir de la planète un écoumène qu'on appelle la Terre. La Terre, bien finalement, c'est le résultat de ce processus de terraformation et c'est un processus historique. C'est un processus qui agence dans l'espace et le temps parce que la terraformation, c'est un processus spatio-temporel. Terraformer une planète, installer un écoumène, c'est modeler l'espace, agencer l'espace et c'est le faire évidemment avec des temporalités particulières. Hein, donc comme je le dis en fin de diapositive, la terraformation est une production d'agencement d'espace et de temps. Hein. Terraformer, c'est travailler ce drôle de matériau aussi qu'est l'espace et le temps humain, mais aussi l'espace et le temps planétaire. Lorsque nous terraformons, nous travaillons aussi des espaces et des temps qui sont les espaces et les temps du système biophysique. C'est-à-dire bien pour ça que nous avons un problème avec le changement global aujourd'hui. C'est que nous venons intervenir sur des temporalités géologiques. Nous venons intervenir sur des temporalités et des espaces qui ne sont pas simplement les espaces de l'actualité de la vie humaine, mais qui sont des espaces-temps d'un empan et d'une métrique tout à fait différents. Donc la terraformation est un processus qui agence dans l'espace et le temps des matières, des organismes, humains et non humains, des agences, c'est-à-dire des entités qui opèrent, hein, là je reprends le mot agency, hein, des sciences anglophones, hein, une agency c'est une entité qui pose des actes et qui a de l'effet, qui opère, des organisations humaines, des médiations, des savoirs, des imaginations, des ressources, des technologies, des capitaux, des cadres normatifs et législatifs, des institutions. Hein. La terraformation n'est pas un processus naturel. La terraformation, c'est un processus historique et social. La terraformation, c'est l'autre nom que l'on peut utiliser pour désigner ce long et complexe processus d'anthropisation de la planète. La terraformation, c'est justement ce processus que l'on peut considérer comme central si l'on veut comprendre l'Anthropocène, c'est-à-dire cette époque qui nous concerne. Eh bien, l'Anthropocène, c'est tout simplement le point d'aboutissement actuel de ce long processus de terraformation lancé au moins depuis le néolithique. Évidemment avec des effets d'accélération, de cumulation dont nous allons reparler. Cette terraformation, voilà un très bel exemple, ça c'était pour une petite respiration visuelle pour vous inciter à acheter ce livre Terraforma, un très bel exemple justement de la manière dont ces autrices essayent de penser la terraformation. Là aussi on pourrait s'arrêter des heures et des heures sur cette carte, mais c'était juste une petite respiration visuelle dans ce cours. Ce processus de terraformation est fondamentalement politique, hein, puisque c'est un processus qui conduit à orienter la vie en commun des êtres humains en société, à la caler, à la normer, à la cadrer. Y a-t-il un processus plus politique que celui qui consiste à définir les cadres de l'existence collective d'un groupe? La manière d'occuper l'espace, la façon de produire des ressources à partir de la matière, la façon dont faire en sorte que chacun puisse jouir ou pas des ressources qui sont ainsi produites, la façon de traiter les excédents de ces ressources. Là, je rejoins une réflexion incidemment, par exemple celle de James C. Scott autour de la constitution des États et du rôle de la céréaliculture dans la constitution des États et des puissances et des pouvoirs modernes. Il n'y a peut-être pas de processus plus politique que le processus de terraformation. Et ça, c'était une intuition qu'avait eue à Hannah Arendt en son temps lorsqu'elle avait défini la politique comme la régulation de l'espace qui est entre les humains. C'est pour ça que je reprends ici dans cette diapositive l'idée de régulation de l'espace qui est entre les réalités agencées par la transformation, par la terraformation, processus transformatoire. Dans ce cadre, ce que nous pourrions dire, c'est que cette terraformation qui commence très tôt,
elle connaît notamment évidemment différentes étapes et que nous pourrions reconnaître que la terraformation contemporaine est de nature non pas radicalement différente de la terraformation préalable, mais son régime en quelque sorte est différent. Pourquoi? Parce que cette terraformation serait caractérisée par le fait qu'elle s'appuie sur ce que j'appelle le système de l'extractivisme contemporain. Donc, tout anthrope est extractif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la caractéristique du monde contemporain et de l'organisation de l'écoumène contemporaine, post-1950, depuis donc ce qu'on appelle la grande accélération, hypothèse que j'avais expliquée dans mon cours de la première et de la deuxième année, donc je n'y reviens pas, eh bien la grande caractéristique de la période contemporaine, c'est que l'extractivisme contemporain est d'un registre et d'un régime différent. C'est un extractivisme caractérisé par la systématisation, l'intensification, l'accélération et l'illimitation de la terraformation. C'est-à-dire c'est un dispositif où toute recherche de ressources devient systématique. Toute production de ressources devient plus intense, devient plus rapide, où l'on s'appuie sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir de limite à la recherche de ressources à extraire et qu'il ne peut pas y avoir non plus de limite à la terraformation. Il ne peut pas y avoir d'espace qui serait en dehors du champ de la terraformation. Vous voyez, la notion d'illimitation va dans les deux sens. C'est une notion d'illimitation sur le principe qu'il ne peut pas y avoir de barrière à l'extraction de ressources, comme il ne peut pas y avoir de limite à la croissance dans le capitalisme contemporain standard, mais c'est aussi une autre illimitation. Il ne peut pas y avoir d'espace qui serait en dehors du processus de terraformation contemporain. La terraformation actuelle procède désormais du système monde urbanisé, c'est-à-dire du système dans lequel l'urbanisation généralisée de la planète Terre construit un monde particulier qui est notre monde contemporain et c'est comme cela que je différencie dans mon travail la planète comme système biophysique, la Terre comme ce qui désigne l'écoumène, c'est-à-dire l'espace de vie des humains construit historiquement à travers ce processus de terraformation qui commence il y a des milliers d'années, et le monde qui est l'état contemporain de l'écoumène en raison de l'urbanisation généralisée. Vous voyez la différence entre les trois qui pour moi est importante. Donc l'extractivisme contemporain n'est pas à aborder de façon critique parce qu'il est extractif, puisque tout écoumène est fondé sur l'extraction. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est important pour moi de le rappeler. L'extractivisme contemporain pose problème en raison de sa systématisation, de son intensification, de l'accélération et de l'illimitation. Et on pourrait d'ailleurs rajouter que l'extractivisme contemporain est également marqué par ce que j'appellerais le hors d'échelle ou l'hyperscalarité, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'espaces mis en place dans le cadre de ce processus de terraformation possèdent désormais des échelles qui défient l'entendement, qui sont des échelles toujours extra-locales et des échelles de plus en plus interconnectées. Plus aucun phénomène aujourd'hui ne peut être considéré comme exclusivement local puisque tout phénomène est connecté à tous les autres phénomènes potentiellement, c'est-à-dire nous avons des constructions d'échelle qui sont extrêmement subtiles. J'avais développé ça dans un livre qui s'appelle Hyperlieux, publié en 2017. Eh bien, pour essayer de comprendre cela, je voudrais vous proposer de progresser un peu encore dans la réflexion sur la terraformation et de vous proposer ces formulations un peu énigmatiques qui vont nous permettre d'essayer de caractériser la terraformation. Vous voyez, j'ai pris le mot terraformation au sérieux, c'est-à-dire je décide d'en faire un concept pertinent pour comprendre l'Anthropocène et pour comprendre notre
manière d'habiter le monde. Si je veux le prendre au sérieux, il faut que je lui donne de la consistance, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas simplement que j'en fasse une définition allusive, mais il faut que je lui donne de la consistance. Donc je vous propose de considérer que la terraformation se déploie horizontalement, latéralement et verticalement, et selon deux registres, le registre topographique et topologique. Alors tout ça paraît un peu complexe, ça l'est mais pas tant que ça, mais pour essayer de partir sur un cas, un exemple qui va nous permettre de mieux comprendre cela pour ne pas être trop abstrait, je vais vous proposer une manipulation d'une virtuosité technique qui me surprend moi-même grâce au secours de Yindra qui est derrière les caméras, et je vais vous proposer un petit film. Ce film dure 4 minutes. C'est un film produit par Knight Frank. Alors je précise que Knight Frank est une entreprise qui fait du real estate, donc c'est une entreprise d'investissement immobilier mondial, c'est important de le savoir. Et regardez ce petit film de 4 minutes avec une petite musique d'ambiance qui nous rappellera les plus grandes musiques d'ascenseur que vous avez pu jamais apprécier. Je ne sais pas d'ailleurs si ça passera à travers le réseau. 4 minutes autour de l'évolution de Dubaï des années 60 à aujourd'hui, enfin à 2018. Et vous verrez, je crois que ce film est tout à fait intéressant pour continuer de réfléchir à la terraformation. Voilà, je le lance, je ne dis plus rien pendant 4 minutes.
Eh bien, j'espère que vous avez pu voir correctement ce film, que j'utilise assez souvent parce que le cas de Dubaï, et il ne s'agit pas là d'avoir un jugement de valeur, mais simplement d'utiliser ce cas pour ce qu'il nous dit du processus de terraformation contemporain. D'ailleurs, vous voyez à quel point, en raison même de ce qu'était Dubaï en 1960, une toute petite ville perdue dans le désert, avec des espaces désertiques immenses tout autour, sans eau, sans ressources particulières, nous avons là un cas d'espèce de terraformation particulièrement spectaculaire, presque comme s'il s'agissait de la terraformation d'une planète dans laquelle il n'y avait pas grande ressource autre que la débauche énergétique et les investissements et les capitaux qui ont permis que Dubaï, en 50 ans, devienne une World City, une métropole mondiale tout à fait importante et qui polarise un espace tout à fait important et qui attire des populations du monde entier. Et vous voyez bien à quel point je trouve que le concept de terraformation tient avec un cas comme Dubaï, mais évidemment, nous pourrions montrer que le moindre village normand est aussi terraformé. Voilà, simplement avec une intensité qui n'est pas tout à fait la même. Vous voyez bien aussi comment nous pouvons, à partir du cas de Dubaï, revenir à cette idée que la terraformation se déploie horizontalement, latéralement et verticalement, selon deux registres, topographiques et topologiques. Alors commençons par les deux registres. En tant que géographe, je fais la différence entre ce que j'appelle les développements topographiques, c'est-à-dire des développements d'espaces au contact physique les uns des autres. Un développement topographique, c'est un développement finalement d'espaces qui se jouxtent physiquement. Et vous avez vu dans ce film beaucoup de ce développement topographique de Dubaï, des espaces qui viennent finalement se développer les uns à côté des autres avec des effets de voisinage tout à fait intéressants. Mais il y a également dans ce film beaucoup d'indices de ce que j'appellerais un développement topologique. Le développement topologique, c'est le mode de développement spatial et d'organisation des espaces géographiques qui s'appuie sur le contact topologique permis par les réseaux de transport et de télécommunications. Exemple, quand vous voyez les aéroports de Dubaï se structurer. En quelques décennies, Dubaï est devenu le siège d'un des plus grands aéroports du monde et d'une des compagnies aériennes, Emirates, la plus prestigieuse au monde. Eh bien, quand un grand aéroport se développe, eh bien, nous avons là une terraformation de registre topologique puisque nous avons un espace qui va topologiquement mettre au contact Dubaï avec, en moins de 4 heures, presque la moitié de la population humaine. Hein, la topologie, c'est le type de relation spatiale qui est permise par l'utilisation des réseaux mobilitaires et aujourd'hui des réseaux télécommunicationnels. Quand vous prenez un métro, eh bien vous êtes dans ce qu'on appelle une métrique topologique. Quand vous marchez à pied, vous êtes dans une métrique topographique, n'est-ce pas? Vous voyez bien sur cette carte de Dubaï à quel point nous avons véritablement les deux registres d'organisation de l'espace, topographique, ce qui provoque cet effet d'étalement très spectaculaire hein, sur le film, un effet d'étalement à partir d'une surface vierge. Petit à petit, des quartiers se placent les uns par rapport aux autres, et topologique parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet étalement de Dubaï, cet étalement local de Dubaï, n'arrête pas l'espace dubaïote. L'espace dubaïote, il est topologiquement dilaté à l'échelle du monde via en particulier les réseaux aériens, mais aussi les réseaux télécommunicationnels. Grande caractéristique de la terraformation contemporaine, elle met en place des espaces habités, des œcumènes, qui sont à la fois topographiques et topologiques, et donc la géographie de ces espaces n'est pas simplement une géographie de la contiguïté locale, mais c'est aussi une géographie de la connexité topologique. Ça veut dire qu'il faut toujours penser aux espaces à ces deux échelles en même temps. C'est pour ça que les espaces contemporains sont extrêmement complexes et c'est pour ça que j'ai employé par exemple le concept d'hyperlieu pour définir le local
en situation de mondialisation urbaine, puisque le local contemporain, il est toujours hyper au sens où il est toujours connecté à autre chose via les fonctionnements topologiques qui sont omniprésents. Regardez, pendant la pandémie, nous ne sommes pas déplacés, mais nous avons utilisé les réseaux numériques qui nous ont permis de nous projeter topologiquement de très nombreux autres espaces, y compris lorsque nous organisions des meetings amicaux via Zoom, des apéros Zoom. Que faisions-nous? Eh bien, nous utilisions un réseau pour topologiquement nous contacter à un espace qui n'était pas le nôtre. La géographie de nos vies sous Covid a été une géographie topographique et topologique. On ne peut plus aujourd'hui séparer l'un et l'autre. Donc je ne plaisante pas quand je mets en avant ces deux registres, c'est tout à fait important. Et le cas de Dubaï est un cas d'espèce. Et puis il y a également dans le cas de Dubaï tout ce qui pourrait être dit sur le port, sur les accostages, sur l'utilisation de toutes les formes modernes de transport pour que Dubaï soit connecté au maximum possible. Le port qui vient là amener des touristes, mais aussi amener des denrées qui sont tout à fait nécessaires. Et puis il y a d'autres formes de topologie qui sont peut-être moins visibles ici, mais toutes les topologies qui permettent à Dubaï d'être alimenté en fluide, en eau, et qui sont d'ailleurs souvent des topologies souterraines. Alors je reviens maintenant au début de la proposition. La terraformation se déploie horizontalement, latéralement et verticalement. Horizontalement, vous l'avez vu, je n'ai pas besoin d'y revenir. C'est même, je trouve, un des effets les plus spectaculaires de ce film, notamment dans les 15 dernières secondes. Vous savez, quand il récapitule là, tout ce qui s'est passé entre 1960 et 2000, vous pourrez, une fois que ce cours sera accessible sur notre magnifique site, grâce à la diligence de Yindra Krashtoshvili, qui est notre responsable numérique, eh bien, vous pourrez reprendre, si vous voulez, le film, et d'ailleurs, vous pouvez facilement le trouver sur Internet. Eh bien, vous avez vu cette horizontalité tout à fait spectaculaire, puisqu'il n'y avait rien en 1960. Hein. Et donc aujourd'hui, il y a une métropole mondiale de plus de 2,5 millions d'habitants qui continue de s'étendre sur le désert, qui ne cesse de s'étendre, avec de nouveaux espaces qui viennent se rajouter topographiquement aux espaces précédents. Ah oui, mais alors comme la ville s'étale horizontalement, topographiquement, on a besoin d'équiper cette horizontalité construite, terraformée, d'instruments topologiques comme le métro, comme les autoroutes urbaines. Vous voyez, topologie et topographie, ça parie et c'était réciproquement et mutuellement, y compris à l'échelle locale. L'échelle de l'horizontalité topographique locale de Dubaï terraformée est aussi une échelle au sein de laquelle la topologie interne est importante. Pour distribuer les populations et les flux, on a besoin de réseaux topologiques. Et d'ailleurs, Dubaï a investi considérablement dans le métro. Grâce au métro, en 25 minutes, vous sortez de l'aéroport et vous êtes, en 25 minutes, au Dubai Mall, un des malls les plus importants du monde, le plus rentable au monde, plus de 80 millions de visiteurs, 100 millions de visiteurs en 2022 si le Covid ne décide pas autrement, bordé par la tour Burj Khalifa, plus de 800 mètres de haut, la plus haute du monde pour l'instant. Il y en aura une autre d'1 kilomètre qui sera construite dans quelques temps, 1 kilomètre de haut, hein. On va y revenir. Eh bien, en 25 minutes, de l'aéroport, les passages, les contrôles sont très rapides. Vous pouvez être dans un centre commercial qui est un des plus prestigieux du monde. Et à Dubaï, d'ailleurs, les centres commerciaux sont les espaces de villégiature. Mais Dubaï se déploie aussi latéralement. Alors, ce que j'appelle les latéralités en matière de terraformation, c'est tout ce qui renvoie à la latéralisation du déploiement horizontal par des côtes, des fleuves, des canaux, de grands axes qui viennent latéraliser. Vous voyez ce que j'appelle latéraliser ici, c'est un peu métaphorique, c'est-à-dire quelque chose qui vient orienter différemment le développement horizontal. Sans latéralité, les développements horizontaux seraient toujours réguliers. Voilà. La meilleure manière dont vous pouvez comprendre une latéralisation, si vous êtes lyonnais, c'est la façon dont on découvre la Saône ou le Rhône lorsqu'on marche dans une rue rectiligne avec un plan très géométrique en damier et qu'on tombe sur une rive de fleuve qui va comme ça latéraliser, c'est-à-dire qui va changer le régime d'organisation horizontale de l'espace. Mais regardez, une colline peut aussi latéraliser dans une certaine mesure. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent pour moi latéraliser de façon peut-être plus subtile. Nous pourrions parler en ce sens, par exemple, des grandes circulations atmosphériques, par exemple les grandes circulations d'ouest,
qui provoquent des effets de déplacement des polluants, qui sont à ma façon, dans ma manière de penser, qui sont des effets de latéralisation, hein, c'est-à-dire de changement des logiques strictement horizontales. Et puis, je regarde le cadran horaire qui coule inexorablement, je n'ai plus que 4 minutes 19, et je voudrais au moins arriver à la fin de cette présentation de la terraformation dans ses différentes modalités, mais l'exemple de Dubaï montre à quel point la terraformation contemporaine, parce que c'est une terraformation vectorisée par le développement urbain, montre à quel point tout cela est aussi affaire de verticalité. Terraformer, ça n'est pas simplement déployer horizontalement un espace de vie, c'est bouleverser verticalement l'organisation de l'espace. Vous l'avez vu, et il y a au moins 3 choses dont nous pourrions parler ici. 1. Les constructions en hauteur, de très grande hauteur. Vous avez vu ce hérissement de tours, de buildings, d'immeubles de très nombreux étages, jusqu'à des tours de 800 mètres de haut, jusqu'à une tour de 1 km de haut. Imaginons ce que signifie cette verticalisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la vertical city. Hein, la verticalisation, verticalization, c'est un concept qui a été créé par les collègues des études urbaines qui voulaient étudier ce qu'on appelle les skylines, hein, c'est-à-dire les lignes de gratte-ciel, hein, gratte-ciel, le mot qui a été créé pour illustrer justement le caractère très spectaculaire de ces immeubles qui montent pendant très longtemps. On a peu verticalisé les espaces écuménaux. Les antromes étaient peu verticaux parce qu'on ne savait pas maîtriser trop de construction en hauteur. Alors il y a des contre-exemples. Lyon par exemple, on a verticalisé très tôt parce qu'on a appuyé très tôt les maisons les unes sur les autres et sur les coteaux et on pouvait avoir jusqu'à 7-8 niveaux, mais on n'allait guère au-delà d'une vingtaine de mètres. Aujourd'hui, on va jusqu'à 1 km. La verticalité est une des signatures de l'époque contemporaine. Le monde s'est verticalisé. L'écoumène s'est verticalisé. Donc cette verticalité, en élévation, elle est importante à comprendre et elle change tout. Parce que la vie dans les espaces verticaux n'est pas la même. Vivre dans un espace vertical, ça n'est pas la même chose que vivre horizontalement. D'ailleurs, c'est ce que disent les gens qui vont s'implanter en périphérie urbaine pour avoir un pavillon sans étage ou avec simplement un étage et avec un jardin. Ils disent mais ça n'est pas la même vie qu'en ville avec les étages, les élévations. Regardez à quel point Lyon, par exemple, est une ville verticale. Ça ne veut pas dire forcément dense, mais ça veut dire verticale. Donc cette verticalisation, elle est tout à fait importante. Il faut l'avoir en tête. Elle est très très importante à comprendre si l'on veut saisir aussi la débauche de ressources nécessaires pour verticaliser ainsi. Mais cette verticalisation, elle impacte également le sous-sol. En fait, la verticalisation dont nous parlons, elle commence underground, elle commence dans le sous-sol, sur 2, 3, 4, 5, 10 niveaux parfois. Songez aux fondations qu'il faut pour construire une tour de 700 mètres. Songez au sous-sol complètement transformé dans le cadre de Dubaï pour laisser passer les fondations, les garages souterrains, les canalisations, les conduites pour les fluides, pour l'eau, pour l'énergie, pour les eaux usées, pour les câbles communicationnels, tout ce qui est nécessaire et qui est renvoyé dans le sous-sol. La terraformation contemporaine, plus que jamais, est une terraformation du sous-sol. Le sous-sol est un enjeu majeur. Si l'on veut comprendre l'Anthropocène, le sous-sol urbain est un enjeu majeur parce que la terraformation contemporaine a complètement bouleversé les sous-sols et les sols. Et puis, la terraformation, c'est aussi quelque chose qui va jusqu'à transformer verticalement l'atmosphère. Les villes contemporaines changent la couche atmosphérique utile, changent la basse couche atmosphérique. Elles la travaillent dans cette verticalité. Il me reste 14 secondes, mais je prendrai 1 minute de plus. Exemple, la pollution. C'est une transformation verticale de la couche d'air, mais aussi d'ailleurs une transformation latérale et horizontale, parce que en transformant la couche d'air, avec les effets de vent et les effets de chaleur et les effets de flux, nous avons des bouleversements profonds de l'atmosphère. Mais cette transformation verticale de l'atmosphère dans un autre registre, c'est par exemple la transformation de l'intensité lumineuse de la nuit. L'espace vertical
de l'atmosphère de nuit est complètement bouleversé par l'éclairage, non? C'est une transformation verticale qui se voit très haut. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est quand on est en avion ou quand on regarde une cartographie satellite du monde la nuit, que voit-on? On voit des points de lumière. On voit ces points de lumière apparaître qui bouleversent l'atmosphère et son intensité lumineuse verticalement jusqu'à des hauteurs tout à fait notables. Et puis il y a une autre transformation verticale de l'atmosphère dont je voudrais parler, c'est à Dubaï tout à fait spectaculaire, c'est cette transformation qui est liée au fait qu'à Dubaï, je l'ai dit, les malls sont les espaces de promenade. Pourquoi? Parce qu'ils sont climatisés, tout est climatisé à Dubaï. Toute l'atmosphère utile en raison du climat qui est extrêmement chaud, une bonne partie en tout cas de l'atmosphère utile, je ne parle pas pour les travailleurs pauvres qui eux ne bénéficient pas de la climatisation, mais je parle pour tous les visiteurs, tous les Dubaïotes, les millions de touristes qui viennent à Dubaï y chercher villégiature et consommation. Vous savez que Dubaï, c'est une ville qui a organisé un festival qui s'appelle le Festival du Shopping, le Festival mondial du shopping. La destination touristique de Dubaï s'impose et une des attractions majeures de Dubaï, c'est le shopping. Eh bien, tous les endroits où l'on fait cette activité-là sont des endroits climatisés. Donc, il y a un génie climatique particulier qui s'est développé depuis 70 ans, en raison même du développement urbain, qui impose de climatiser de plus en plus de cellules, de capsules, de conques, d'espaces clos, qui sont des espaces fonctionnels, des espaces touristiques, des espaces de bureaux, des espaces de laboratoire. Mais de plus en plus de cellules urbaines sont des cellules urbaines à atmosphère conditionnée. Eh bien, ce conditionnement de l'atmosphère, ce génie climatique, comme disait le philosophe allemand Peter Sloterdijk, c'est une transformation verticale issue de la terraformation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, un centre commercial avec de l'air climatisé, eh bien cet air climatisé, c'est un changement vertical de l'atmosphère pré-terraformation. Donc vous voyez bien que la terraformation, c'est un processus extrêmement complexe. Et c'est ce sur quoi je voulais insister en vous proposant de la comprendre comme un déploiement horizontal, latéral et vertical, et avec les registres topographiques et topologiques. D'ailleurs, si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous montrer que la topologie, ça vaut aussi pour la verticalité. Finalement, un ascenseur qui vous permet de passer de 0 mètre d'altitude à 700 mètres d'altitude dans la tour Burj-Bourj-Boura en quelques 45 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur? Sinon un opérateur topologique verticalisé. L'ascenseur, c'est la condition sine qua non de la verticalité, mais c'est aussi quelque chose qui crée une relation topologique aux espaces. Si vous voulez avoir une relation topographique à la tour Burj Khalifa, que devez-vous faire? Eh bien, vous devez monter par les escaliers et vous aurez une toute autre sensation.